Bienvenue dans l'Antiquité pour jouer au Bâtisseur, un jeu qui existe aussi au Moyen-Âge, mais là c'est la version Antiquité. C'est une version un petit peu plus aboutie que l'autre version. Donc nous sommes en Égypte, nous allons construire des bâtiments égyptiens. Alors on va terminer par construire les pyramides et le Sphinx. Donc les bâtiments c'est des grosses cartes carrées. Nous avons aussi des ouvriers qui sont ces cartes-là, qui apportent des ressources, et les ressources, ces 4 ressources, et les ressources on en a besoin pour construire les bâtiments. Donc c'est un jeu de collecte de ressources, d'utilisation de ressources pour construire des bâtiments avec les ressources. Bon, un jeu assez simple, hein, pas très compliqué, assez léger, mais vous allez voir qu'il y a certains points de règle qui sont pas très fluides, qui sont pas forcément logiques, pas très fluides en tout cas, qui se devinent pas, donc il y a besoin vraiment de raconter la règle pour de vrai, elle va pas être racontée en 5 minutes quoi. Mais sinon ça fonctionne bien. Hein. Alors ça se joue de 2 jusqu'à 4 joueurs, et chaque joueur va récupérer un petit apprenti pour commencer. Un apprenti, c'est un ouvrier assez léger, qui a seulement 2 petites ressources disponibles, donc voilà, il y en a 4 différents. On ne peut pas les remuer au hasard, puisque de l'autre côté, eh bien, nous avons les mêmes apprentis, mais en version verso. Donc parce que des deux côtés, c'est exactement la même chose, hein, il n'y a pas de différence. Et oui, c'est un jeu où les cartes ont un côté recto qui est identique au côté verso, c'est pas très utile. Enfin, moi je crois que c'est pas très utile. Donc on va distribuer ces 4 apprentis qui sont différents aux 4 joueurs, ou à tous les joueurs en tout cas. Et chaque joueur reçoit aussi 10 sesterces. Les sesterces, c'est les petites pièces qu'il y a ici. Nous avons ici des sesterces en or qui valent 5 sesterces grises en argent. Donc chaque joueur récupère un apprenti et 10 sesterces. Et ensuite, à son tour de jeu, chaque joueur... Ah oui, excusez-moi. D'abord, le premier joueur est décidé en premier. Le premier joueur, c'est cette petite carte bien sympathique avec un plan de chantier. Voilà. Donc le premier joueur récupère cette carte-là pour dire qu'il est premier joueur. Chacun va jouer un nombre de tours équivalent. Donc c'est pour ça qu'il faut garder cette petite carte disponible pour bien repérer le premier joueur. Et à son tour de jeu, un joueur a le droit de faire 3 actions parmi une multitude d'actions possibles. Donc là, c'est la description de cette règle, ça va être globalement de décrire toutes les possibilités, toutes les actions possibles. Et aussi de voir comment on peut construire un bâtiment, mais vous allez voir, c'est quand même pas très compliqué. Alors, pour expliquer toutes les actions possibles, j'ai pris un peu de hauteur, pour pouvoir bien les décrire et les décrire avec tout le plan devant moi. Alors, les actions possibles sont déjà toutes décrites dans la règle du jeu à cet endroit-là. Il y a un endroit où il y a plein de couleurs, et bien là, il y a à peu près tout ce qui est décrit. Mais à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de petites règles par rapport à toutes les actions. Donc il faut bien écouter et essayer de retenir les possibilités qu'offre le jeu. L'action de base, la première action que l'on peut utiliser, donc je répète, chaque joueur a le droit d'utiliser 3 actions à chaque tour. La première action de base, c'est d'acheter un bâtiment. Pour acheter un bâtiment, c'est très simple. Et nous avons 5 bâtiments disponibles. Le joueur, il prend un bâtiment parmi les 5. Il en prend un et il remplace directement celle qu'il vient de prendre par la carte suivante. Facile. Il peut en prendre 2, il peut même en prendre 3. Il peut commencer 3 chantiers différents. Alors, c'est pas forcément utile, mais il peut le faire. Les chantiers sont placés en haut de la table du plateau, entre guillemets, du joueur. Et il faut laisser un petit peu de place à côté pour mettre nos futurs ouvriers. Deuxième action possible, c'est de recruter un ouvrier. Et bien ça marche exactement pareil que de commencer un chantier. Pour recruter un ouvrier, on prend une des cartes, on la met dans son jeu et on la remplace par un autre. Les cartes ne sont pas cachées des autres joueurs. Les autres joueurs voient parfaitement les cartes qu'on utilise. De toute façon, ça serait complètement inutile de les avoir dans sa main, puisque de l'autre côté, on voit la même chose. Donc voilà, c'est disponible. Donc ça c'est une action supplémentaire. Pareil, pour recruter un joueur, c'est gratuit, on peut en recruter autant qu'on veut. C'est facile. Jusque là, c'est très facile. L'action là, qui va être un peu plus utile pour jouer, pour gagner, c'est de faire venir dans un chantier un de nos ouvriers. Pour faire venir sur un chantier un de nos ouvriers, eh bien déjà il fallait que je choisisse quelque chose d'utile, mais on met un ouvrier, on le met devant le chantier. Facile. Les choses doivent, pour que ça soit efficace, correspondre, mais ce n'est pas une obligation. On fait ce qu'on veut. Globalement, on met n'importe quel ouvrier devant n'importe quel chantier. Il faut payer à chaque fois
et c'est là où je vais zoomer un peu, à chaque fois il y a un coût pour payer, pour faire venir l'ouvrier dans le chantier, il faut payer un coût. Donc là par exemple cette manœuvre coûte 3 sesterces, donc je paye pour amener mon ouvrier sur ce bâtiment, je paye 3 sesterces. Si je veux amener mon apprenti, je paye 2 sesterces. Il y a des ouvriers plus forts, les maîtres, qui coûtent par exemple 5 sesterces, mais ils sont beaucoup plus forts. Voilà, plus les ouvriers sont forts, plus ils coûtent cher. Ce qui semble assez logique. Une règle spéciale par rapport à la pose des ouvriers, c'est que j'ai le droit de poser plusieurs ouvriers dans plusieurs chantiers différents. Par exemple, si au premier tour, dans mon tour, la première action, je pose cet ouvrier, et la deuxième action, je pose cet ouvrier, il n'y a aucun problème. Mais si j'ai envie de poser cet ouvrier au-dessus de l'ouvrier que je viens de poser, c'est-à-dire si j'ai envie de poser 2 ouvriers sur le même chantier durant le même tour, alors la pose du deuxième ouvrier me coûte 2 actions, pas une, mais 2 actions. Sachant que j'ai droit à 3 actions, ça fait mal. Si j'ai envie de poser un 3e ouvrier sur une des tuiles pendant mon tour, ça veut dire que j'ai besoin de 2 plus 2 actions, 3 actions, et cette action me coûte 3 actions. Donc ça fait 6 actions. Vous allez me dire, mais c'est complètement stupide, j'ai droit qu'à 3 actions. Oui, mais dans ce jeu, il est possible d'acquérir une action supplémentaire en payant 5 sesterces. Chaque action supplémentaire coûte 5 sesterces. Donc ça veut dire que je peux faire, si je veux, 10 actions. Au total, mes 3 premières actions sont gratuites, et après mes 7 actions supplémentaires, je paye 7 x 5 égale 35 sesterces. Ce qui est totalement improbable, puisque personne ne gagne 35 sesterces, mais c'est possible. Voilà pour la pose d'ouvriers. Une fois que les ouvriers sont... alors, bien sûr, j'ai très mal choisi mon truc, mais une fois que les ouvriers correspondent... voilà, imaginons j'ai ça. Voilà. Imaginons que j'ai ça face à ce bâtiment. Là, on voit bien que mon bâtiment, il est construit. C'est-à-dire que j'ai assez de petites barres de couleur d'un côté que dans la construction. Vous voyez, c'est simple. Vous voyez ? Vous la voyez là ? Vous voyez les 4 ressources bleues qui servent pour 2, et les 2 pour 2 noirs, et les 3 verts pour 2 verts. C'est absolument pas optimisé, bien évidemment. Une fois que cette construction elle est construite, je la retourne. C'est-à-dire qu'elle est construite, et mes ouvriers rentrent à ma base tranquillement, je n'ai plus rien à faire. Je gagne 10 sesterces, c'est-à-dire la construction de ce temple me rapporte 10 sesterces. Et je gagne 3 points de victoire. Les 3 points de victoire, ils sont visibles aussi de l'autre côté, dans la face verso de cette carte, puisque dans ces cartes-là ont une face recto et verso qui sont différentes. Donc là, je garde mes points de côté, elles sont importantes, il faut que les autres, bien sûr, les autres joueurs puissent voir les cartes. Il y a d'autres bâtiments un peu originaux, ce sont ces bâtiments qui ont en fait ici pas des sesterces mais des ressources. Il y en a 4, 4 par ressource. Donc là par exemple le palan, c'est une ressource qui va pouvoir plus tard, une fois que je l'aurai construit, me rapporte 2 points de victoire, mais plus tard c'est une sorte d'ouvrier qui peut me rapporter 3 argiles. C'est-à-dire que le palan, au lieu de le mettre là sur le côté, je vais le mettre avec mes ouvriers, hop, avec mes ouvriers, et je vais pouvoir l'utiliser comme un ouvrier. Sauf que l'avantage du palan, c'est qu'il est gratuit, donc je n'ai pas besoin de payer pour l'utiliser. Et 3 argiles, c'est quand même pas dégueu. C'est peut-être pas de l'argile d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a 4 cartes un peu spéciales qui sont des cartes machines, qui sont un peu différentes des cartes bâtiments classiques qui font gagner des points de victoire. Le but du jeu, parce que je vais parler du but du jeu maintenant, le but du jeu dans ce jeu est d'être celui qui a le plus de points de victoire, ça évidemment, et le jeu se termine dès qu'un joueur dépasse 17 points de victoire. Donc dès qu'il y a un joueur qui dépasse 17 points de victoire, le jeu s'arrête, bien sûr en terminant le tour du jeu, et à ce moment-là, c'est le joueur qui a le plus de points de victoire, on peut dépasser 17, qui gagne le jeu. Et ça, j'en parlerai à la fin, puisqu'avant, il y a tout ce qui est recrutement. Et les recrutements, alors ils n'appellent pas ça des recrutements, c'est je regarde un peu les règles, les investissements.
Les investissements, c'est les 4 cartes qui sont tout en haut. Regardez, tout en haut, il y a 4 cartes qui sont différentes. Hop là. Alors, j'aurais pu couper la vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Hop. Alors, les 4 cartes différentes, les voici. Elles sont 4 différentes, mais sachant qu'à chaque fois, par exemple pour les esclaves, toutes les cartes sont différentes. C'est que des cartes différentes. Alors, nous avons les esclaves, les outils, la banque, globalement, et l'université. Pour commencer, on va parler des esclaves. Les esclaves, en fait, c'est des gens qu'on va, on va investir dans un esclave, c'est-à-dire on va payer 7 à son tour de jeu, ça compte comme une action de jeu. On va payer 7 sesterces pour faire appel à un esclave, pour enrôler un esclave dans son jeu. Une fois qu'on l'a, l'esclave, et bien après on le retourne, et non, on ne le retourne pas, et l'esclave après on peut l'utiliser de manière totalement gratuite, c'est-à-dire on l'envoie sur une construction et ça coûte 0 sesterces, alors que les autres, si vous vous rappelez bien, par exemple le maître ça coûte 5 sesterces. L'esclave est un bon travailleur qui coûte rien du tout une fois qu'on l'a. Le problème d'un esclave, c'est qu'à la fin du jeu, il nous coûte 1 point de victoire. Il ne faut pas déconner avec les esclaves. Donc une fois qu'on a un esclave, il nous coûte 1 point de victoire à la fin de la partie. Bon, ça coûte 7 sesterces, ça rapporte beaucoup parce que c'est un bon travailleur, mais ça fait perdre à la fin 1 point de victoire. À vous de faire le choix. Un esclave peut s'affranchir. Si pendant le jeu, on peut, à la place d'un tour de jeu, affranchir un esclave, et affranchir un esclave, on l'affranchit, c'est un tour de jeu, c'est juste une action, mais après, une fois qu'il a affranchi, on est obligé de payer 4 sesterces pour le mettre au travail. Voilà. Mais du coup, on perd plus les points de victoire, puisqu'on a affranchi notre esclave. C'est un choix. Voilà pour les esclaves. Il y a des esclaves pour tous les types de constructions voulues. D'accord, c'est nous qui faisons le choix. C'est-à-dire le joueur qui fait dans son action acheter un esclave, il choisit parmi les esclaves disponibles celui qu'il a envie de prendre. C'est à peu près la même chose pour les outils. Les outils, il y en a. C'est un outil qui rapporte une barre supplémentaire pour chaque ressource. Eh bien, celui qui achète un outil, il paye 2 et il récupère l'outil avec lui. Si je récupère un maillet, je peux jouer le maillet avec une de mes cartes ouvriers, je le mets ensemble, et en fait, ça rapporte 3 argiles, par exemple, dans ce cas-là. Donc l'outil, il se rajoute avec un ouvrier de manière gratuite. Une fois qu'on l'a, après, on peut l'utiliser pour chaque chantier. Bien sûr, on peut l'utiliser plusieurs fois dans un tour. Hein. Par exemple, tout à l'heure, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai réussi le temple. Une fois que j'ai réussi le temple et que le temple est réussi, les 2 cartes reviennent dans ma base et je peux les réutiliser directement dans le même tour. Et c'est assez facile. Donc je peux utiliser le maillet plusieurs fois dans le même tour. Du moment que j'utilise dans mes 3 actions. La banque, c'est une histoire de faire des emprunts. En fait, on récupère les emprunts quand on prend un emprunt. On récupère 10 or, on perd 2 points de victoire de base, mais on peut rendre l'emprunt en repayant 15 sesterces. Donc on la paye 10 sesterces et bien sûr, comme à chaque banque, on rembourse plus, donc on rembourse 15 sesterces. Ça peut nous faire nous tirer d'un mauvais pas à un moment donné. Donc ces remboursements sont obligatoires, c'est-à-dire que si à la fin de la partie on n'arrive pas à le rembourser, il nous fait perdre 2 points de victoire. Donc il vaut mieux le rembourser. Il vaut mieux le rembourser. De toute façon, c'est presque obligatoire de le rembourser. Ça ne coûte pas comme une action de le rembourser. Prendre l'emprunt, ça compte comme une action. Par contre, rembourser un emprunt ne compte pas comme une action. Donc on peut le faire n'importe quand. Et enfin, là, c'est des cartes un peu originales, puisque, comme vous voyez bien, elles sont transparentes. C'est l'université, c'est la formation. On va former un des ouvriers. C'est-à-dire, je vais prendre n'importe quel ouvrier, par exemple, mon manœuvre. Eh bien, je vais pouvoir lui rajouter à mon manœuvre une petite formation je le forme en utilisation en peinture ou je ne sais quoi. Et du coup, je mets la carte transparente au-dessus et il augmente tout de suite d'un cran. La carte formation reste bloquée sur un de mes ouvriers. On ne peut pas déplacer la formation vers un autre joueur à notre guise. La formation, elle reste sur un des joueurs. Le joueur, à partir de là, peut être utilisé et être hyper puissant sur une de ses ressources. Une formation coûte 7 sesterces. Donc c'est plutôt une somme
plutôt coquette, mais ça peut permettre d'avoir un très très bon ouvrier. Une fois quelqu'un est formé, il n'est pas déformé plus tard. On ne peut pas former un esclave. Oui, parce que ça reste un esclave. On ne va pas éduquer un esclave, sinon après il ne va pas vouloir être esclave. On ne peut pas non plus éduquer son apprenti. Il me semble qu'on ne peut pas. À vérifier. On ne peut pas donner comme un outil à un esclave. Parce que sinon il va se venger. On ne peut pas donner un outil à un esclave. Donc un esclave reste esclave tout le temps. Donc la formation ou l'outil, c'est interdit au niveau des esclaves. Par contre, ils ont le droit bien sûr d'être donnés aux affranchis. Relecture de règles, bien sûr, les apprentis peuvent bien sûr avoir un outil. Il peut juste ne pas y avoir 2 outils par ouvrier. Il ne peut pas y avoir le marteau et l'enclume pour un seul ouvrier. Voilà. Voilà, donc le jeu se joue à tour de rôle, chacun joue 3 actions. Il manque encore une seule action, parce que j'ai failli ne pas en parler, c'est gagner de l'argent. Oui, puisqu'on peut gagner de l'argent en utilisant des actions, mais on ne gagne pas beaucoup de sesterces. Hein. Si on passe une action, c'est-à-dire si on annule une action, on gagne 1 sesterce. Si on annule 2 actions, on gagne 3 sesterces, et quand on annule nos 3 actions, on gagne 6 sesterces, ce qui n'est pas énorme de gagner 6 sesterces, mais ça peut peut-être sauver la mise de quelqu'un qui est mal barré. Mais c'est pas terrible. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, dès qu'il y en a un des joueurs qui arrive à réunir 17 points sur son table, en comptant les points négatifs, les divers points négatifs de l'esclave ou de l'emprunt, dès qu'il y a quelqu'un qui prend 17 points, tout le monde termine le jeu. Donc on termine le tour avec le joueur qui est situé à droite du premier joueur, comme d'habitude, puisque tout le monde joue le même nombre de fois. Et ensuite, on compte le nombre de points que chacun fait, sachant qu'à la fin, les sesterces rapportent pour un sesterce 0,1 point. Donc c'est un jeu qui se termine avec des 18,2 points, des 19,4. Donc on compte le nombre de points plus les sesterces, et le jeu se termine ainsi, et celui qui gagne le plus de points a gagné la partie. Et en cas d'égalité, je vous laisse regarder dans la règle. Voilà pour les bâtisseurs, un jeu avec des petites règles comme ça, mais qui se joue très bien.